Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau live. Nous sommes en direct et ce soir je vais recevoir une personnalité qui fait grand bruit, qui a fait grand bruit de par ses positions, de par ses prises de parole aussi en public et qui en a payé aussi de sa vie puisqu'il a fini en prison. Nous allons faire le tour avec lui. Donc c'est Rémi Daillé que je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu. J'en avais entendu parler mais je n'avais pas suivi un petit peu son travail et ces champs d'expérimentation, j'allais dire, sur un peu tous les sujets. N'hésitez pas à partager, liker, commenter pour qu'on ait le plus d'audience possible. Et ce soir, on va se parler de l'extension du champ des lois en France. Donc, sujet non négligeable. On va se parler d'état de droit aussi, si nous sommes encore en état de droit. On va se parler de plusieurs sujets. Et puis, de voir un petit peu ce que Rémi a à nous dire sur ce gouvernement français et puis sur la politique aussi internationale. Bonsoir Rémi, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Lise. Vous êtes artisan, écrivain, engagé volontaire, opposant politique, père de 11 enfants, ce qui fait pas mal de choses à votre CV, si je peux dire. Oui, j'ai été engagé volontaire, en Croatie durant la guerre, c'est vrai. Je reste engagé volontaire dans la vie, si on veut. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous résumer un petit peu, de manière plus exhaustive possible, même, mais votre parcours, et puis pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore comme moi. Je me définis moi-même comme artisan d'abord, et puis écrivain, et puis porteur de bonnes nouvelles. Je viens essayer dans la situation qui est la nôtre d'apporter quelque chose qui diffère un petit peu, à savoir une mise en pratique concrète du changement et non plus seulement du constat et du commentaire de ce qui ne va pas, puisque, comme vous le savez, tout s'accumule, les mauvaises nouvelles s'accumulent, mais on n'a pas encore de solution. Or, c'est là-dessus que je travaille depuis très longtemps. Et je pense qu'il faut vraiment que nous passions maintenant à la contre-offensive et que les citoyens reprennent le pouvoir, que nous soyons en mesure de remettre en œuvre ce pays qui, pour l'instant, est complètement naufragé. Voilà, ça, c'est ma mission. Et puis, je me suis toujours intéressé à l'enfance, à l'éducation, qui est l'une des cibles du système, pour dire les choses de manière simple. Le monde politique, bien sûr. Enfin, comme vous le savez, le système vise absolument tout. C'est assez universel comme attaque. Donc, il faut arriver à avoir une réponse à peu près sur tout, mais de manière générique, et amener la population à réfléchir au lendemain. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse plutôt que de s'accabler sur ce qui se passe tous les jours. Et puis, je suis écrivain, comme vous l'avez dit. J'ai écrit quelques livres, spécialement ces dernières années, puisque mon activité pour le renversement m'a conduit en prison, comme vous l'avez dit, m'a conduit moi et ma famille, puisque mes enfants et ma femme aussi ont été emprisonnés, ce qui est une chose qui n'existait pas depuis au moins, je pense, 1830 en France. C'est strictement interdit, vous n'avez pas le droit de mettre des jeunes enfants en prison. Eh bien, c'est ce que le gouvernement Macron a fait. C'est une affaire dont on est en train de beaucoup parler, parce que ça va certainement exploser. Probablement que ça répondait aussi à une objection qui m'était faite avant que les choses n'arrivent, selon lesquelles j'étais un agent du système. C'est une chose que plus personne ne dit, évidemment, puisque me retrouvant en prison pendant 2 ans, dont 1 an et 9 mois en isolement total, isolement complet, n'ayant vu personne pendant donc 1 an et 9 mois, le régime est suffisamment sévère pour qu'on considère quand même que je ne peux pas être un agent du système, évidemment. Voilà, de toute façon, je crois que des gens suffisamment affûtés, ayant entendu ce que je dis, comprennent très bien que ce discours ne peut pas être celui d'un agent de l'État. Voilà. Et puis je suis ravi de découvrir vos travaux à vous, et puis de venir vous voir, parce que je sais que vous faites des choses aussi très intéressantes. Voilà. Merci pour cette présentation du coup. Et si on peut aller un petit peu plus dans le vif du sujet directement, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à l'état de la France et sommes-nous encore en état de droit, justement? Alors pour moi, et très clairement pour les gens qui connaissent un petit peu la question, non, nous ne sommes plus en état de droit. Ce qui évidemment change la donne. Vous pouvez observer à peu près tous les secteurs de la vie française, justice, éducation, santé, économie, prospérité, c'est-à-dire niveau de pauvreté, sur tous les plans, sécurité, souveraineté de la nation, allégeance,
sur tous les plans, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez des signaux très forts disant que nous ne sommes plus dans un état de droit. Un état de droit se gouverne lui-même, est souverain, dispose d'une justice, une vraie justice, dispose d'un ensemble de choses qui relèvent du domaine régalien et qui font que, effectivement, le droit est respecté, les libertés sont respectées, etc. Ça n'est plus le cas. Ce qui change évidemment complètement la donne, puisque dès lors qu'on n'est plus dans un état de droit, non seulement les citoyens, mais également tous les agents de l'État, tous les fonctionnaires doivent savoir qu'il faut s'opposer et faire ce qu'il faut pour s'opposer à cet état-là. On change de statut. Parce que si vous travaillez pour un État qui n'est pas un État de droit, eh bien vous travaillez évidemment pour vous placer hors la loi. Vous travaillez donc contre le droit et contre la loi, contre la morale évidemment, et contre les textes fondateurs qui nous régissent, aussi bien au niveau européen qu'au niveau mondial, puisqu'il y a des conventions bien connues. À l'ONU, vous avez des textes sur ce sujet. Si vous sortez de l'état de droit, eh bien, tout change, évidemment. Tout change. Et ça nous amène aussi, nous, à changer, puisque comme nous n'avons plus affaire à des structures de droit, eh bien, il faut trouver une parade. Il faut trouver des parades dans tous les domaines. Donc, moi, j'ai été confronté à ça, ayant été en prison, puisque vous vous retrouvez face à des gens qui considèrent qu'ils sont encore l'état de droit, et qui ne le sont plus. Donc, vous ne pouvez pas leur jeter la figure qu'ils appartiennent à un état de non-droit, puisque évidemment, c'est inaudible pour eux. Les fonctionnaires, la plupart des fonctionnaires considèrent qu'ils font encore partie d'un état de droit. Mais il faut néanmoins trouver un comportement qui soit juste adapté à vos intérêts et aux intérêts de votre pays. Et donc, c'est une situation très, très bancale. Il faut arriver à s'en tirer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un certain nombre de choses, notamment un livre qui s'appelle « Aller en prison ». Bon, entre parenthèses, c'est un livre qui encourage les gens à aller éventuellement en prison, au cas où ils soient menacés physiquement ou de devoir payer des sommes énormes ou autres. Bon, mieux vaut encore aller en prison, enfin en tout cas en France. Elles sont tout de même plus fréquentables qu'ailleurs, puisque j'ai connu aussi la prison ailleurs. J'ai été arrêté en Asie du Sud-Est, où les prisons sont de vraies prisons extrêmement, extrêmement dures. En prison, enfin, dans ce livre, j'expose quelques techniques qui vous permettent justement de passer entre les gouttes, en tout cas que les choses se passent le moins mal possible. Vous le disiez d'ailleurs dans votre livre aussi, que finalement, vous n'avez jamais été aussi libre qu'en prison, du coup. Oui, c'est une chose très étrange, c'est qu'en fait, tout le contrôle de la société que vous subissez, la censure, l'inquiétude que vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez être aujourd'hui, pour un tweet, vous pouvez être arrêté et envoyé devant le parquet antiterroriste. Si vous faites un soutien au Hamas ou si vous dites il faut défendre la résistance palestinienne, eh bien, vous pouvez passer pour des terroristes, c'est ce qu'on a vu. Donc, vous voyez, la situation n'est plus du tout la même. Ce qui était autrefois de l'ordre éventuellement de la correctionnelle, encore que les opinions ne devraient pas subir la loi, en principe, eh bien, c'est plus la correctionnelle maintenant. Vous pouvez passer directement par la case tribunal sommital, si je puis dire, qui est le tribunal antiterroriste. Donc, c'est absolument fou. Et je perds le fil. Qu'est-ce que vous me disiez? Quelle était votre question? Hop, je remets le micro, pardon. En fait, non, ce n'était pas une question forcément, c'était justement dans votre livre, vous disiez que vous n'étiez jamais senti aussi libre. Oui, voilà. Que quand dehors. Voilà, exactement. De ce fait, étant donné que cette société à l'extérieur est extrêmement contrôlée, et voilà, vous êtes dans une marmite avec un couvercle, il y a une pression très très forte à l'extérieur de la prison, alors qu'à l'intérieur de la prison, on y vit encore comme dans les années 50 ou 60, vous pouvez dire ce que vous voulez. Personne ne va vous reprocher vos propos. Donc vous bénéficiez d'une très grande liberté. Et puis par ailleurs, vous êtes dans votre cellule. Si, comme moi, vous êtes en isolement, et vous pouvez demander à l'être, si vous avez peur d'être avec d'autres personnes dont vous avez peur, la plupart des gens préfèrent être avec une autre personne et donc sont avec quelqu'un. On peut changer éventuellement si ça se passe mal. Vous êtes respecté en prison, il faut le savoir quand même. Vous êtes très très bien respecté. On ne vous touche pas. Si vous n'êtes pas dans la rébellion et si vous ne vous battez pas contre les autres, si vous acceptez avec philosophie votre sort et que vous ne considérez pas que les gardiens sont responsables de votre emprisonnement parce qu'ils n'y sont absolument pour rien, les surveillants, ça se passe bien. Et à ce moment-là, vous pouvez, si vraiment vous avez peur pour vous-même, vous pouvez aller en isolement. On peut vous y placer d'office si on considère que vous êtes
soit quelqu'un a un problème, soit que vous êtes en danger vous-même, menacé de mort. Dans ce cas-là, on vous met en isolement. Et en isolement, vous êtes dans votre cellule et vous pouvez travailler, penser, dire ce que vous voulez, échanger avec les surveillants, vous pouvez dire des choses aux surveillants. Bon, évidemment, vous n'allez pas leur raconter des choses folles, hein, parce qu'ils peuvent faire des rapports, mais les conversations que j'ai eues avec les surveillants étaient d'une liberté extraordinaire par rapport aux conversations que je peux avoir dans la société civile française aujourd'hui, dans la rue. Voilà, c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous le dis au passage, les surveillants sont des gens qui sont, pour moi, parmi les meilleurs fonctionnaires de France. Ce sont des gens qui sont très, très bien formés, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, c'est quand même... toutes choses étant égales par ailleurs, ils sont quand même très bien formés, ils ont de juste distance aux prisonniers, prévenus ou condamnés, et donc ils savent ne pas être trop proches et pas trop dans l'amitié et la complicité, parce que c'est un risque pour eux et que ça peut les emmener loin. Ils peuvent y passer aussi des heures. Ils ne sont pas trop distants non plus, ils ne sont pas trop froids, ils ont un rapport humain, et moi j'ai vraiment trouvé des garçons qui étaient des types formidables, quoi, vraiment très très sympas, enfin, sachant être sympas, et on pouvait avoir des conversations, et ça s'est très très bien passé. Voilà. Et avec ces gens-là, vous avez des conversations tout à fait libres, et ces gens sont parfaitement conscients du problème. Ils sont très critiques, par exemple, sur le système judiciaire. Ils sont pas dupes, vous voyez, et puis ils ont ras-le-bol du gouvernement, et certains d'entre eux me disaient « Courage, monsieur Daillet, continuez, accrochez-vous. Ce que raconte la presse, on n'y croit pas du tout », le disant parfois de manière un peu plus crue d'ailleurs. Et est-ce qu'on peut revenir justement sur les motifs justement d'inculpation ou pas? Oui, bien sûr. Alors, dans mon affaire, il y a deux grands volets. Il y a ce qu'on a appelé l'affaire Mia. Je le fais de manière très résumée. Et puis, une affaire dite terroriste. Donc, pour ce qui est de l'affaire terroriste, j'ai été disculpé cet été. C'est la presse qui me l'a annoncé, puisque la justice ne me l'a toujours pas fait savoir. Donc, j'ai appris par la presse que j'étais mis hors de cause. Donc, bon, c'était au mois de juillet. Donc, vous voyez, on est au mois d'octobre et j'ai toujours pas de nouvelles. Les fameuses lenteurs de la justice française. Et puis, dans l'autre affaire, c'est l'affaire Mia. Donc, c'est la restitution d'une enfant à sa mère. Une enfant qui était kidnappée par l'État, comme il y en a des dizaines de milliers, hein, c'est ce que j'ai dit depuis des années. Il y a, avec ces placements abusifs, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont placés en France, beaucoup de manière abusive. Donc, ces enfants sont littéralement kidnappés. Et c'est moi, c'est nous, c'est mon mouvement politique qu'on accuse d'avoir kidnappé, d'avoir enlevé un enfant, alors que cet enfant a été restitué à sa mère, à sa demande. Alors, je vous fais rapidement, mais un enlèvement, c'est extrêmement précis. Il y a des critères extrêmement précis, notamment le fait que la personne ne puisse pas s'évader, ne puisse pas aller où elle veut, soit séquestrée quelque part, qu'il y ait une intention crapuleuse. Bon, il y a un autre critère qui m'échappe maintenant, mais évidemment, aucun de ces critères n'existe dans notre affaire. Aucun. Donc, il n'y a pas enlèvement de notre fait. Hein. Bon, donc on va aller à ce procès, puisqu'il doit avoir lieu, mais en tout cas, dans la partie terroriste, j'ai été disculpé. Donc, on va en fait se retrouver, si vous voulez, on peut reparler un petit peu de l'affaire Mia, parce qu'elle est très, très intéressante, pour les Français en particulier. Elle est très, très intéressante. Si vous voulez, je peux le développer un tout petit peu maintenant ? Avec plaisir, oui. Bon, alors en fait, l'affaire Mia, si vous voulez, on est en plein dans l'histoire de l'extension de l'interprétation des lois. Le champ d'interprétation se dilate. Les magistrats ont tendance à repousser sans arrêt les limites de l'interprétation de la loi. Et cette affaire est typique. En fait, mon affaire, si vous voulez, en gros, elle est très bien décrite dans Les Misérables de Victor Hugo. Jean Valjean se déguise et va récupérer la petite Cosette chez les Thénardier pour la rendre à la maman Fantine. Ce passage de la littérature française est sans doute le plus célèbre de tous, en tout cas dans le monde. C'est ce qui a fait connaître la littérature française, je pense, le plus dans ce que nous avons comme patrimoine littéraire. Les Misérables, c'est un sommet. Et Victor Hugo a été panthéonisé. Donc nous avons là des valeurs qui sont au cœur des valeurs de la République. Et c'est là-dessus que l'État m'attaque. Autrement dit, l'État, c'est Javert. Et je me retrouve dans la situation de Jean Valjean. Je suis accusé d'avoir fait ce que Jean Valjean a fait. Vous voyez ? Alors ça, c'est super intéressant, parce que ça veut dire que l'État se renie. Vous voyez ? Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. L'État, la République, les valeurs françaises, aujourd'hui, sont les contraires des valeurs fondamentales de cette République. Elles sont les contraires de la Constitution, elles sont les contraires des droits, le contraire des droits de l'homme, etc. Donc nous sommes le droit, mettez-vous bien ça en tête. Les gens qui pensent comme vous pensez et ce que vous défendez, vous êtes le droit, la légitimité. Vos adversaires sont en dehors du droit.
sont illégitimes à le faire. Légitimes, puisque si vous sortez du droit, vous êtes illégitime. C'est si simple que ça. Donc nous défendons l'esprit de la Constitution, nous souhaitons davantage d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Et, voilà, ça c'est un point absolument curieux, absolument crucial. Deuxième chapitre, je vous ai dit qu'il y avait une extension ou une expansion du champ d'interprétation des lois. Pourquoi ? Parce que dans mon affaire, donc j'ai la première juge que j'ai vue, je lui ai posé la question suivante, je lui ai dit, mais madame, si je comprends bien, un parent qui ramène l'enfant d'une voisine de l'école, parce que la voisine doit aller à l'hôpital ou a un problème de santé ou autre, on vous demande d'aller chercher, de ramener un enfant de l'école. Donc cet enfant-là, on pourrait considérer qu'il est kidnappé par la personne qui le ramène. Et elle me dit, oui monsieur, c'est possible. Vous imaginez ? Il n'y a ni séquestration, ni intention crapuleuse, ni quoi que ce soit. Il suffit qu'une alerte enlèvement soit lancée. Vous êtes considéré comme un ravisseur. Ça veut dire que plus aucun parent ne peut ramener un enfant, ni des scouts, ni de la paroisse, ni je sais pas, de vacances. C'est fini, ni de l'école. Vous vous rendez compte, ça concerne des dizaines de milliers de personnes. De même, mon avocat, justement, dit à ce moment-là, mais alors dans ce cas-là, c'est pareil pour les parents qui ne ramènent pas l'enfant à temps. Quand ils sont divorcés, les parents divorcés, ils ramènent un enfant, je sais pas, le vendredi soir à l'autre parent. S'ils ont un retard, il peut y avoir alerte enlèvement et donc kidnapping. La juge dit, mais oui, monsieur le maître, c'est possible. Ce qui n'est pas vrai légalement, c'est faux, elle se trompe. Mais comme ils ne sont pas formés, les magistrats, ils ne sont plus formés, le niveau a chuté drastiquement, eh bien, ils se croient permis maintenant d'interpréter les lois à leur sauce. Et je vous assure que c'est absolument extraordinaire. On voit très bien dans le code pénal qui est à l'origine très, très bien fait. En France, on a des textes qui, à l'origine, sont excellents, très, très bien rédigés. Au mot près, je vous assure que c'est très bien fait. Eh bien, on voit des verrues qui sont ajoutées, qui sont très mal rédigées, avec des virgules au mauvais endroit, avec des points en trop, et qui trahissent complètement ce qui est dit juste précédemment. Oui, et puis des décrets qui sont ajoutés aussi bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis des interprétations. Voilà, le juge dit dans notre affaire, il y a enlèvement. Il n'y a pas enlèvement. Il n'y en a pas. Il y a restitution. L'enfant est libre d'aller où elle veut, elle tend les bras à sa mère, ça ne dure que 20 minutes, il n'y a aucun lieu où elle est séquestrée, donc il n'y a pas d'enlèvement, légalement. Mais c'est la mère du coup qui a déposé plainte ou comment ça s'est passé ? Non, c'est l'État qui a lancé son alerte enlèvement. Et à partir du moment où vous lancez l'alerte enlèvement, c'est foutu. Tout se met en branle. C'est ça la machine soviétique. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans un État soviétique. C'est que tout se met en branle. Peu importe que ce soit vrai ou faux, c'est une machine. Et nécessairement, ça doit être confié à un magistrat. Nécessairement, vous rentrez dans la matrice. C'est foutu, même s'il n'y a rien. Alors, éventuellement, bien sûr, le magistrat peut prononcer un non-lieu. Mais s'il ne le veut pas, il ne le fait pas. C'est l'arbitraire total. On disait jadis que le roi Louis XVI signait des lettres de cachet à sa guise. En 1789, je crois qu'il en a signé 6 dans l'année. Aujourd'hui, les magistrats en signent des milliers par semaine. Des lettres de cachet. On vous arrête, on vous met en prison. Et alors attention, tenez-vous bien. C'est que vous faites comme moi de la prison sans être condamné. C'est de la prison ferme pour innocents. C'est ce qu'on appelle la préventive. Je n'ai pas été condamné, je n'ai pas eu de procès. D'ailleurs, les juges me le répétaient tout le temps, mais monsieur Daillé, vous êtes toujours innocent. Vous êtes considéré comme innocent, alors qu'il est. Mais alors pourquoi est-ce que je suis en prison ? Ah ben oui, mais c'est la procédure. Et comment ça se fait du coup ? L'esprit des lois, si vous voulez, à l'origine, l'esprit des lois, c'est que le citoyen est souverain et ne peut être inquiété ni pour ses opinions, et personne ne peut avoir de pouvoir sur lui. Ça, c'est la Constitution. Ben dans les faits, la préventive qui était de 2 jours en 1650, 2 jours, maintenant ça peut durer des années, renouvelable. Et voilà, donc vous faites la prison ferme en tant qu'innocent. Et ça, c'est, attention, hein, c'est 19% des prisonniers en France. Vous ajoutez à ça 10% d'innocents, parce qu'on considère que factuellement, il y a 10% qui sont mal jugés, qu'il y a 10% d'innocents. Vous avez 10% d'innocents plus 19%, ça fait pratiquement 30%. Un tiers des prisonniers en France sont des innocents putatifs. Et légalement, en tout cas, les 19%, ils sont absolument innocents, hein, légalement, parce qu'ils n'ont pas été condamnés encore. Et comment ça se fait que vous avez été enfermé avec votre famille aussi, du coup, parce que vous disiez que c'était quand même… Alors voilà, ça c'est une chose qui, je pense, va rattraper les fonctionnaires qui se sont rendus complices du fait, notamment les gens de l'ambassade de France à Kuala Lumpur.
mais aussi des gens du gouvernement qui ont fait pression sur la Malaisie pour que ma famille et moi-même soyons arrêtés et mis en prison. Et ça a duré pendant 1 mois. Et dans des conditions qui sont autre chose que la prison française. Même si vous faites Fresnes ou les pires prisons en France, je dirais c'est pratiquement le Club Med à côté des vraies prisons que nous avons vécues en Malaisie. C'était extrêmement difficile avec les enfants. Voilà. Bon, et bien ça, le gouvernement Macron devra s'en expliquer. Il y a eu une affaire précédente en l'an 2000, je crois. La CIA a commis un faux pas de ce genre et les 2 principaux responsables de la CIA ont sauté à l'époque. C'était un énorme scandale. Hein. Ça a fait les journaux, vous pouvez retrouver. Le fait d'avoir emprisonné quelqu'un à tort, ça a été très très grave. Et là, il y a des enfants en plus. Donc je pense que ça va être une bombe nucléaire judiciaire, cette histoire. Et là, vous parliez de quelque chose d'intéressant aussi, du coup, d'inversement des valeurs complètement. C'est ce qu'on est en train de voir, que finalement, le bien est devenu le mal est devenu le bien depuis ces dernières années. Et puis, les petits, comme vous parlez aussi justement dans votre livre que je vais afficher là, quelques extraits, et je vous invite à le lire parce que je l'ai lu en entier, c'est vraiment très, très intéressant. Vous parlez aussi des Gilets jaunes, tout ce qu'ils ont subi pendant leur manifestation. Et du coup, tout ça parce qu'ils souhaitaient juste défendre leurs droits et leur pouvoir d'achat et qui demandaient justement à vivre mieux. Et c'est assez inquiétant, je trouve, ça aussi. C'est inquiétant et c'est en même temps une très bonne nouvelle. Et je vais vous dire pourquoi. C'est inquiétant et douloureux parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert, il y a des gens qui, comme moi, ont subi les choses. Mais rappelez-vous, vous êtes le droit. Rappelez-vous, le citoyen est souverain. C'est le patron du fonctionnaire. Ça, c'est la Constitution. Si ça ne vous plaît pas, vous quittez le pays. Moi, j'ai dit à des fonctionnaires, je l'ai dit d'ailleurs à un juge, j'ai dit, je rappelle que je suis votre patron. Alors, il était, mais Furax, ça se voit, il ne l'a pas dit, mais vous voyez qu'il était outré. C'est un magistrat, le magistrat, il règne, si vous voulez. Hein. Nous sommes ses vassaux. J'ai dit, non, mais monsieur, c'est le contraire. Je suis votre patron. Dit, mais si, monsieur, c'est la Constitution. Les citoyens sont les souverains. Et les fonctionnaires, durant le temps de leur travail, sont au service de ce citoyen. Quand ils quittent leur travail, ils redeviennent des citoyens à leur tour. Mais ils n'ont plus le droit d'exercer leur fonction, évidemment. D'accord ? Donc ça, c'est très important. J'ai dit ça à la DGSI, j'ai été interrogé pendant 96 heures à la DGSI. Au bout d'un moment, je leur dis, mais messieurs, il faudrait arrêter de me parler sur ce ton. Je vous rappelle que je suis votre patron. Les types me prenaient pour un martien, mais je leur ai expliqué posément les choses, ils ont bien été obligés d'acquiescer, si vous voulez. Même sans le dire, on sentait qu'ils encaissaient l'information, parce que personne ne leur dit. Je croise des gendarmes, puisque je dois pointer 3 fois par semaine à la gendarmerie. Je croise des gendarmes, j'ai croisé une gendarmette, qui est la patronne de la brigade, qui me dit, monsieur, je ne suis pas à votre service. Je dis, mais bien sûr que si, madame, vous êtes à mon service. Mais quittez le pays si la loi ne vous convient pas, c'est la loi. Vous êtes au service du public. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti très intéressant, monsieur Jean Médard, ancien gendarme, qui pose carrément la question, lui. Le titre de son livre, c'est « Gendarmerie au service de qui ?» Vous vous rendez compte de la question ? Ça veut dire qu'on est sorti de la Constitution. Si les gendarmes ne sont pas au service du public, nous sommes sortis de la Constitution. Donc nous ne sommes plus dans un état de droit. De ce point de vue, comme dans bien d'autres. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, comprenez que vous... Alors, pourquoi je vous dis que c'est une bonne nouvelle ? Comprenez que vous êtes le droit. Donc, cessez d'être sur la défensive en vous plaignant, en allant envoyer des pétitions au gouvernement, c'est pas bien, on n'est pas bien traité, comme des serfs, si vous voulez, qui s'adressent à des seigneurs. Non, 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 ce ne sont pas vos seigneurs, c'est vous, leur seigneur. Monsieur Macron est votre domestique. Je le dis sans prendre le mot avec mépris, hein, mais il est à votre service. C'est lui qui doit vous servir. Quand vous rencontrez Macron et qu'il vous fait la leçon, mais c'est inadmissible. J'ai entendu un échange entre monsieur Macron et une dame, et il dit « Madame, vous devez comprendre que… » Il faut le couper tout de suite. Mais monsieur, mais je n'ai rien à comprendre. Mais à qui parlez-vous ? C'est à vous à comprendre les choses. Moi, je suis le citoyen souverain. C'est à vous à comprendre les choses correctement. Vous voyez, tout est inversé, en fait. Dans leur esprit, ce sont les maîtres, alors qu'ils sont les serviteurs du peuple. Ça, c'est la Constitution. Encore une fois, si ça ne vous plaît pas, messieurs les fonctionnaires, vous quittez le pays. Vous n'avez rien à faire ici. C'est très simple. Vous démissionnez. Si vous n'avez pas compris ça, vous démissionnez. Vous êtes hors la loi. Et nous sommes dedans. Nous sommes la loi. Nous sommes le droit. Et nous sommes la légitimité de l'État. Et justement, on voit bien que, en tout cas, on parlait de tous les services de l'armée, hein, police, gendarmes, gendarmerie, militaire.
sont justement non plus au service du peuple, et on l'a vu ces dernières années, mais au service du gouvernement. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer cette bascule? Alors, structurellement, institutionnellement, c'est le cas, effectivement, puisque le pouvoir a été capté, mais individuellement, vous avez tous les cas de figure, et je pense que vous avez plus de 50% des fonctionnaires qui ne sont pas dupes, qui comprennent très bien les choses, qui ne peuvent pas faire autrement parce qu'il faut qu'ils soient payés, et bon, ils subissent les choses, mais il y a beaucoup, moi j'ai croisé vraiment beaucoup de très bons fonctionnaires. Sur des gendarmes, des policiers, des surveillants, des personnels pénitentiaires, des gens qui sont, même sans connaître leurs opinions et même sans en avoir parlé, des gens dont je vous ai dit qu'ils étaient souvent des gens compétents et sérieux, mais certains ont le sens des responsabilités et savent très bien quel est le problème. Bon. Donc ne croyez pas que la machine soit un monobloc. Vous avez affaire à des gens qui là-dedans sont tout à fait d'accord avec vous, qui ne vous le disent pas forcément. Il y a des bons magistrats aussi, il y a de très très bons magistrats. Et il y a des bagarres, il y a des luttes terribles entre magistrats, entre policiers, entre gendarmes, il y a des luttes terribles. Donc ne considérez pas que la machine fasse bloc. Si vous vous comportez bien, et je pense que c'est essentiel, c'est ce que je voudrais vous dire, c'est l'un des messages que je voudrais faire, parce que j'aime bien être pratique et donner des vrais conseils aux gens, concrets, mais si vous êtes correct, si vous vous comportez bien, ça se passera bien. Et je dis tout de suite aux gens, quand vous avez affaire à la police, à la gendarmerie, ne vous révoltez pas, n'allez pas balancer des trucs, je suis citoyen souverain, je suis la common law courte, etc. Surtout pas. Ce n'est pas à eux qu'il faut dire ça. N'allez pas vous battre contre eux, parce que là, vous faites des ennemis. Donc, vous allez déplaire aux bons fonctionnaires qui pourraient vous aider, et vous allez arranger les affaires des mauvais fonctionnaires qui veulent vous charger au maximum. Donc ne parlez pas de ce genre de choses à des policiers. D'ailleurs, tous les policiers, vous verrez sur Internet, y compris aux États-Unis, dès qu'ils entendent le mot souverain, vous êtes classé. Citoyen souverain, ils savent ce que ça veut dire, c'est l'emmerdeur qui va nous faire passer des heures et des heures, et ça peut vite déraper, surtout que les forces de l'ordre sont agressées, elles ont peu de moyens, elles ont des problèmes de suicide, et donc si vous les agacez un peu, eux, ils vont sortir de l'état de droit, ça va être vite vu. Et puis, c'est eux qui gagneront au procès. Ils vous matraquent, ce n'est pas eux qui seront condamnés. D'accord? Donc, certains auront des blâmes et subiront d'ailleurs les choses, mais ça ne sera pas en votre faveur. Ils seront blâmés, mais ça ne vous arrangera pas, vous. D'accord? Donc, quand vous avez affaire aux forces de l'ordre, obtempérez. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Je vous disais il y a 3 ans, défendez-vous, faites valoir vos droits, battez-vous, faites interdire les délits commis par les fonctionnaires. Il faut les arrêter, parce que c'est la loi. Si quelqu'un commet un délit, vous devez l'arrêter. Un policier, il y a 3 ans, qui vous oblige à porter un masque, alors que la loi dit bien on n'a pas le droit d'être masqué dans un lieu public, il commet un délit. Donc, vous devez l'arrêter. C'est ce que je disais il y a 3 ans. Aujourd'hui, je lui dis obtempérez. Et ça se passera très bien. Le policier vous dit vous vous rangez sur le côté, vous vous rangez sur le côté. Montrez vos papiers, vous montrez vos papiers. Vous êtes calme, posé. Vous sortez de votre véhicule. Normalement, vous ne devriez pas, parce que c'est votre domicile. Bon, mais vous le faites. Parce que sinon, ils vont casser la vitre, ils vont sortir manu militari et ce sera marqué. Et le procureur va vous charger au maximum parce que c'est de la résistance. Éventuellement, ils vont dire de la violence vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc, vous obtempérez. Voilà, ça, c'est mon conseil du soir. Vous faites. Et vous verrez, ça se passera très bien. Vous êtes emmené, éventuellement, petite garde à vue, c'est pas grave. Ça se passera bien. Il y aura un non-lieu parce qu'ils sont surchargés, ils ont trop de dossiers, ils ne vont pas en mettre un de plus. En revanche, si vous commencez à vous bagarrer, à sortir des discours de ce genre, qui sont des discours militants qui n'ont rien à faire sur la voie publique, ça n'est pas le moment, si vous voulez, de faire ces revendications. Vous direz ça au tribunal si vous y allez. Vous expliquerez que vous êtes citoyen souverain et vous ferez un dossier charpenté si vous le voulez, mais pas devant les policiers. D'accord? Voilà, ça c'était mon petit conseil au passage. Donc pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien parce que, évidemment, dès lors que le système sort de l'état de droit, ça nous laisse toute licence d'agir. Vous pouvez rentrer dans la résistance. Et vous êtes soutenu en cela par l'ONU, puisqu'il y a des textes très clairs à l'ONU sur le droit des peuples à se défendre face à l'oppression, la tyrannie, l'invasion migratoire. C'est prévu. Vous avez le droit de vous défendre. Alors après, il ne faut pas sortir tout de suite les kalachnikovs et tirer dans tous les sens, évidemment. Parce que si vous utilisez la violence, l'État en face utilisera la violence. Et justifiera d'ailleurs ces dérapages avec ça. Vous avez bien compris que l'État se sert de l'insécurité pour amener le sécuritarisme. On construit plein de prisons en ce moment en France, attention. En 1789, il y avait 4 maisons de force, c'est-à-dire 4 maisons d'arrêt. Aujourd'hui, vous avez des centaines et des centaines de prisons en France. C'est ça le progrès de la République. Donc, méfiez-vous. Soyez toujours dans le discernement. Et dans ce type de combat, soyez proportionnés à ce qui se passe. Donc, moi, je préconise un renversement pacifique et populaire. Si les choses devaient s'embraser, s'il fallait qu'on se défende, on se défendra, bien sûr, parce que c'est notre droit fondamental, c'est le droit de tout individu, personne ne vous contestera. Mais il ne s'agit pas de prendre l'initiative d'une action violente.
Il faut rester pacifique. D'ailleurs, c'est beaucoup plus profitable, ça coûte moins cher et ça marche beaucoup mieux. Il ne faut pas semer la violence, parce que la violence vous revient dans la figure tôt ou tard. Il faut être prêt, comme des hommes. Je pense que là, je m'adresse spécialement aux hommes. Un homme doit être prêt à défendre sa famille, au cas où, mais ce n'est pas lui qui va chercher les coups dans la rue. Il ne va pas exposer sa famille. Vous voyez, ben, c'est pareil vis-à-vis de l'État. On ne va pas chercher l'État. On va lui dire que nous sommes l'État. On ne va pas chercher les agents de l'État si vous ne voulez pas les provoquer, mais nous allons dire, nous récupérons le pouvoir parce que nous sommes le peuple. Et vous ne pouvez pas vous y opposer. S'il s'y oppose dans la violence, vous voyez, la relation sera proportionnée à la situation, toujours. Il faut toujours que ce soit proportionné. Ça, c'est le droit. Voilà. Donc, nous changeons de Là, j'ai un commentaire qui... Oui. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous oui, voulez... c'est faux. C'est faux. Personne n'a fait de prison à cause du conseil que j'aurais pu donner. Il peut arriver que des gens comprennent mal des choses que je dis, mais jamais personne. Sinon, j'aurais été évidemment appelé à témoigner. Et bon, ça n'a jamais été le cas. Bon, ça fait partie, si vous voulez, ça c'est de la part d'une opposition contrôlée ou de faux dissidents, de rumeurs qu'on entend à droite à gauche. Donc, Dieu merci, ce n'est pas vrai. Et je peux me flatter d'être indemne de reproches sur ce plan-là et sur d'autres. Et c'est très important d'être indemne de reproches. Je n'ai pas de grosse casserole, si vous voulez. Je ne dépends pas de groupe et je n'ai pas de grosses fautes à me reprocher. Voilà. Maintenant, sachez que dans votre combat pour les libertés, bah oui, vous en passerez peut-être par la prison. C'est possible un jour, ça peut arriver. Puisqu'on n'est plus dans un état de droit, on peut vous arrêter pour des raisons qui ne sont pas justes, qui ne sont pas légitimes. Ça peut arriver, mais c'est un prix à payer. Moi, j'ai accepté ce prix. C'est une chose qu'il faut admettre. Et il faut en tirer un bien, parce que ça peut être très profitable. Hein. La prison, ça peut être une expérience. On le voit, c'est même une légion d'honneur, limite aujourd'hui, d'avoir fait de la prison, quoi. Voilà, moi je pense exactement qu'il faut absolument refuser la Légion d'honneur de la République et il faut accepter, effectivement, comme vous le dites, des reconnaissances de facto par justement le flot d'injures, d'accusations de ce genre et puis des brimades et des arrestations et des condamnations. Et voilà, en vous condamnant alors que vous êtes innocent, cet État se qualifie et vous couvre de gloire d'une certaine manière. Donc, pas de problème. Tant que vous restez dans le juste droit et la morale et la légitimité, il n'y a pas de problème. Vous êtes inattaquable sur le fond. Voilà, alors je vous disais tout à l'heure, c'est en même temps un grand signe d'espérance, c'est qu'il faut bien comprendre que l'État, vous voyez bien que dans tous les dérèglements qu'il y a, l'État est en faillite et est en train de perdre ses moyens. C'est ce que je dis dans l'un des livres que j'ai écrit, c'est le mal manque de moyens. Le mal manque de moyens. Et ça, c'est très important. En réalité, le système a sabordé nos nations, a détruit notre vieille civilisation, c'était son but, mais ce faisant, il s'est privé des moyens qui lui sont nécessaires aujourd'hui, par exemple pour faire la guerre en Ukraine. On n'arrive pas à trouver 50 000 hommes, 50 000 soldats français pour les se battre en Ukraine. On ne les a pas. Eh bien, c'est à force d'avoir sabordé l'armée pendant 40 ans qu'on se retrouve dans cette situation. Dieu merci! Parce que sinon, nous serions déjà dans une guerre totale contre la Russie et contre la planète sans doute. On n'a pas les moyens, si vous voulez, de tout cela. Il y a déjà des soldats français qui y sont quand même. Hein. Oui, bien sûr qu'il y en a. Mais enfin, ils ne sont pas victorieux sur le terrain. Donc, cet Occident, certains disent Occident collectif, c'est Xavier Moreau qui dit ça, ou il dit aussi les Otano qui vient, eh bien, ils n'ont pas les moyens de cette politique d'expansion et d'attaque tout azimut. C'est une bonne nouvelle. Vous parlez d'autre chose dans votre livre aussi, vous évoquez du coup une civilisation qui est mourante et renaissante à la fois. Et pourquoi, selon vous, il faudrait renverser ce gouvernement et ce gouvernement qui est une dictature, hein, clairement, on va appeler les choses. Pourquoi, selon vous, il faudrait renverser ce gouvernement? Et comment? Voilà, il faudrait qu'on arrive à... Enfin, si vous voulez, il y aurait tout un travail à faire. Je pense que les constitutionnalistes devraient faire un travail sur... Sommes-nous dans un régime hybride, ce qu'on appelle les régimes hybrides, donc il y a plusieurs qualifications. On n'est plus en démocratie, ça c'est sûr. On est probablement plus en démocratie imparfaite. Je pense qu'on est passé en régime hybride. Mais en réalité, dans la réalité des faits, je pense qu'on est au-delà de ça. Alors, est-ce que nous sommes un régime autoritaire, une dictature? C'est un travail à faire de manière précise. Parce que tout s'évalue. Mais il ne faut pas faire confiance aux agences évidemment gouvernementales pour vous dire la vérité, vous dire nous sommes une démocratie, et les droits de l'homme, etc. Évidemment. Bon.
Votre question, excusez-moi. Vous disiez en fait que là, la situation en France était complètement, une civilisation mourante, mais qu'elle était à la fois renaissante et qui avait une nécessité justement à faire tomber ce gouvernement, ce régime, le régime. Et si vous voulez, c'est en fait inéluctable. Si vous voulez, c'est inéluctable. Soit le régime tombe tout seul et ce sera le chaos et le désordre, la guerre civile, et donc beaucoup de sang. Et mécaniquement, c'est ce vers quoi nous allons. Soit les choses se passent de manière contrôlée. C'est un écroulement contrôlé comme les tours du 11 septembre, si vous voulez. On contrôle la chute. Si on contrôle la chute et qu'on peut déblayer rapidement les décombres et rebâtir quelque chose de propre derrière, ça va, avec un minimum de casse. Si c'est le chaos, c'est le chaos. Et là, vous partez pour 20, 30, 40 ans, vous ne savez pas. Ça peut durer très longtemps, de troubles, de petits seigneurs locaux, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Donc là, il n'y a plus du tout de loi, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de forces de l'ordre, elles sont parties. Ils ont démissionné, vous savez, en 40, les forces de l'ordre, elles sont parties. Les gendarmes, ils ont fichu le camp. Vous vous retrouvez tout seul dans la ville. S'il y a des gangsters et c'est ce qui s'est passé. Il y a des véritables petits seigneurs locaux qui sont installés. Et donc, il n'y a plus d'état de droit sur le terrain. Ça commence toujours par le haut, bien sûr, vous comprenez bien. Donc, il y a une nécessité de reprendre les choses, ça c'est notre devoir à tous, il faut restaurer un état de droit. Et pourquoi est-ce que je vois les choses de manière si complète? C'est parce que, quel que soit le domaine que vous repreniez, par exemple l'éducation, prenons le système d'éducation, il faudrait qu'on revienne à un système d'instruction à l'école, et non pas d'éducation. Ce n'est pas à l'État d'éduquer mon enfant. Bon. Donc, il faudrait que ce soit déjà l'instruction. Et puis, il faudrait que les programmes de cette instruction soient des programmes décents. On apprenne vraiment le français, les mathématiques, l'histoire géo, etc. Ce qui n'est plus le cas, puisque les savoirs ne sont plus l'objectif. Eh bien, pour changer ça, il faut changer complètement la matrice. Aucun ministre n'obtiendra ça. Aucun. Dans le système actuel, dans le système révolutionnaire qui court depuis 200 ans, le but est de réduire progressivement l'individu au servage. En fait, c'est le fin fond, si vous voulez, du système. L'homme n'est qu'une créature comme les autres. C'est un animal qu'il faut domestiquer. C'est le fond. Et donc, pour ça, on a d'abord séparé de Dieu, et puis, progressivement, on l'a dépecé, et maintenant, on a cet être qui est domestiqué. Bon, mais pour changer ça, il faut changer toute la matrice. Et ce n'est pas une pièce qu'on peut changer séparément, comme dans un moteur. Malheureusement, c'est toute la matrice qui est prise dedans. Toutes les pièces sont imbriquées, ce qui fait que on peut prendre l'image du nœud gordien, si vous préférez. Le nœud gordien, vous ne pouvez pas le défaire. Le seul moyen, c'est de trancher dedans. C'est ce que disait Perfit. Perfit, il disait vous ne pouvez pas changer le code pénal. Je crois qu'il parlait du code pénal, oui. Le code du travail. En tout cas, il disait, je crois qu'il parlait des codes en général. Vous retrouvez ça sur Internet. Il disait il faut tout foutre à la poubelle et tout recommencer à zéro. Parce que si vous touchez un morceau de loi dans le code pénal, vous vous renvoyez page temps, puis page temps, puis page temps, il y a des intrications. Et il faut tout reformuler et ça devient boiteux. Ça déjà boiteux, mais il y a une commission des lois qui est chargée de ça à l'Assemblée nationale. Regardez les interventions qu'ils font, c'est très intéressant. Ils disent eux-mêmes, mais c'est le bordel total. Il y a des contradictions entre divers chapitres du code pénal, des contradictions. Vous avez des gens qui sont jugés totalement différemment pour le même délit dans 2 tribunaux différents. Donc, Perfit dit, faut tout mettre à la poubelle. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous avez aussi une purulence, une quantité de nouveaux textes sans arrêt. C'est une diarrhée permanente. Chaque député se croit dans l'obligation de vouloir faire sa loi. Chacun fait sa loi. Un bon État, il y a très peu de lois. Pratiquement pas. Il y a des États dans le monde où vous avez des codes qui font 40 pages. Voilà. Mais en France, on a cette espèce, c'est l'esprit jacobin révolutionnaire qui veut prendre le contrôle de tout, répondre à toutes les situations, faire un texte pour toutes les situations. Et donc, c'est quantique, on n'en finit jamais, évidemment. Vous avez le cas dans les enquêtes judiciaires, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils n'en finissent jamais de vouloir perfectionner l'enquête. Donc, c'est ce que je dis dans Pensée, je fais un petit chapitre à ce sujet, on en arrive à des trucs délirants, c'est-à-dire qu'on relève, on en arrivera tôt ou tard à des choses aussi aberrantes que de relever la présence de tous les objets sur une scène de crime, puis de consulter tous les fournisseurs des objets, de relever leur numéro de série. Vous voyez, ça peut aller très loin. Une enquête, dans ce cas-là, pourra durer 50 ans. Vous n'avez jamais fini. Quel est le débit du robinet de la pièce où la personne est morte? Et qui fournit l'eau? Il y a eu quelle consommation sur les années précédentes? Vous pouvez. Moi, mon dossier, c'est des dizaines de milliers de pages.
alors qu'en fait, ça tient en une feuille recto verso. Des dizaines de milliers de personnes, parce qu'ils ont besoin d'alimenter, parce qu'évidemment, plus le dossier est gros, plus vous avez des crédits, des budgets, donc vous voyez, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Une administration ne peut pas rester immobile, sinon elle crève. C'est comme un vélo, il tombe à l'arrêt. Elle est obligée de grossir. Et là, vous avez le cas de procès pour des pécadilles, mais ils font des milliers de pages. Et on va chercher des trucs parfois totalement imaginaires. On fait venir des psychiatres, mais pas une fois. On vous demande de voir le psychiatre 2, 3, 4, 5, 10 fois, 20 fois, parfois dans certaines affaires. Vous voyez, 20 psychiatres. Il faut payer tous ces gens, bien sûr. Et après, on vous dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget, notre ministère manque d'argent. Mais il dépense un fric fou, moi je peux vous le dire. Je l'ai vu. À chaque fois que je fais appel d'une décision de refus de mise en liberté, parce que vous avez le droit de demander une remise en liberté régulièrement, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez d'ailleurs, c'est votre droit, eh bien, vous avez le droit d'aller au tribunal pour vous défendre. Ben, on vous emmène. 4 policiers vous emmènent en voiture. Mais il y en a qui viennent des dom-toms. Ils prennent l'avion pour le tribunal, pour s'entendre dire que bien sûr, c'est refusé, vous restez en prison, monsieur. Mais vous pouvez faire ça tous les mois. Imaginez sur le nombre de prisonniers. On va arriver à 80 000 prisonniers. Tous les prisonniers peuvent très bien, s'ils veulent saigner à blanc la bête, ils font des demandes de remise en liberté tous les 20 jours et ils demandent à aller au tribunal de se défendre. Vous allez voir, ça va vite saigner la bête. Parce que le fric dépensé dans ces trucs-là est absolument énorme. Mais comment faire autrement, puisqu'il faut que le prévenu puisse s'exprimer devant le tribunal, même si le tribunal refuse pratiquement à tous les coups, puisque le juge des libertés suit systématiquement ce que dit le juge en charge de l'affaire, le juge d'instruction. Donc en fait, ça ne sert à rien. Pour moi, ce sont des officines fantoches. Bon. Mais on respecte les formes. Et donc on dépense. C'est un fric, mais inimaginable. Si vous voyez l'argent qu'il y a dans les prisons, et pourtant ils estiment qu'ils n'en ont pas assez, bien sûr, ils n'en ont jamais assez. Moi, j'ai vu passer un nombre de surveillants, mais pendant 3 mois, je ne voyais pas les mêmes. C'était jamais les mêmes. C'est un défilé énorme, des cohortes de fonctionnaires. Vous voyez, c'est dantesque. Et après, on vous dit, oui, il n'y a pas d'argent, c'est un vrai problème, il faut serrer la ceinture des Français, il faut qu'il y ait plus d'impôts, etc. Qu'est-ce qui va bien finalement en France, qui reste bien comme secteur, à part la santé, l'éducation, l'économie, la politique? Dites-moi ce qui fonctionne bien. C'était une question un peu ironique, hein, voilà. C'est ça. Peut-être je ne sais pas, quand je me promène dans Paris, je vois des kebabs qui ont l'air de bien marcher. Bon, au cash, ils font des sous apparemment, ça a l'air de marcher. Bon, à part ça, moi j'attends qu'on fasse une liste des choses qui fonctionnent bien en France. Je pense que la liste sera plus facile à faire que le nombre de choses qui ne vont pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement du coup? Bien, je vous dis, il faut refonder complètement le système. Il faut simplifier énormément, il faut sortir du soviétisme qui consiste à prendre contrôle de tout, faire des textes sur tout, des lois partout, des élus partout, il y en a des millions. Et vous avez 577 députés, vous pouvez me dire à quoi ça sert? L'Assemblée nationale n'a plus aucun pouvoir, même le Parlement européen n'a aucun pouvoir, c'est la Commission européenne qui décide de tout. À quoi nous servent 577 députés? Bon, voilà, il faut tout simplifier, il faut tout remettre au propre. Quelle est l'utilité des chambres? Pourquoi est-ce que le peuple ne peut pas être à l'initiative des lois? Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans tel conflit à l'étranger sans consulter la population ou même le Parlement? Enfin, il faut tout reprendre. Tout est en vrac. C'est ridicule. Nous ne sommes pas dans un pays sérieux. Il y a des pays sérieux au monde. Je suis sûr que ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens sont beaucoup plus libres, ils payent beaucoup moins d'impôts, ils sont moins surveillés, moins contrôlés. Bon, vous voyez très bien vers quoi on va, vers un contrôle de l'individu et peut-être même davantage. On l'a vu avec le Covid. Il y a des choses quand même qui nous interpellent sur la façon dont les États considèrent l'individu et l'attaquent en permanence sous divers biais. Donc, pour moi, c'est ce à quoi je travaille avec nos militants, avec nos équipes. Nous n'avons jamais cessé de travailler, parce que ce n'est pas parce que j'étais en prison qu'on s'est arrêté. J'ai continué à travailler, ils ont continué à travailler. Nous en sommes au chapitre 3 et il faut avancer à tout prix avec le maximum de personnes possible vers ce renversement qui doit se faire en douceur. Il faut que nous fassions de la démolition contrôlée. Voilà. Est-ce indiscret justement de vous demander quelles sont vos équipes? Ce sont les militants qui ont commencé à me rejoindre, plus des amis que nous avons. Et nous avons des amis dans le monde entier. Donc, ce sont les militants qui m'ont rejoint dès 2020, à partir de 2020, là où j'ai commencé à lancer l'annonce du renversement de ce gouvernement. J'ai lancé 2 sommations sur les 3. La 3e sera la dernière, il n'y en aura que 3. Donc, j'ai lancé 2 sommations. Et donc, des tas de personnes, des milliers et des milliers et des milliers de personnes nous ont rejoints, ce qui fait de nous une force de frappe énorme, puisqu'il y a très peu de partis politiques qui ont autant d'adhérents. Nous sommes une véritable
puissance de feu dans le paysage français. Mais nous ne sommes pas dans le paysage politique officiel, puisque évidemment, comme vous le savez, tout ce qui peut être recomposition nationale est strictement interdit. Pas seulement des gens comme moi, il y a des tas de gens, d'autres gens qui sont actifs et qui sont absolument interdits de plateaux, d'élections. Bon, voilà. Mais ça n'empêche pas que nous sommes l'avenir de ce pays. Ça me paraît inéluctable. Et du coup, comment convaincre les personnes justement de se bouger? Parce qu'on a l'impression, enfin en tout cas moi c'est mon ressenti, mais je le partage avec plusieurs autres personnes, que les Français sont assez asthéniques, assez endormis, assez dépités aussi pour certains, puisqu'on a vu, comme on vient d'en parler, les Gilets jaunes se sont fait massacrer notamment. Comment réussir à convaincre, enfin en tout cas convaincre, c'est peut-être pas le mot parce qu'on convainc personne, mais essayer de donner l'envie aux Français de se bouger, de se réapproprier leurs droits, de se positionner, de s'affirmer, de reprendre leur souveraineté. Je pense que déjà la première des choses serait de nous rejoindre, à défaut au moins de lire peut-être ce que j'ai écrit, parce qu'il y a beaucoup de recettes dedans pour tous ceux qui veulent se battre. J'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et puis d'avoir de leur côté, parce que je ne suis pas le seul, encore une fois, il y en a d'autres qui se battent pour la souveraineté de ce pays. Ayez une présence, essayez d'avoir une présence aussi réduite soit-elle dans des organisations qui travaillent pour la défense des intérêts des Français. Et même si vous avez des divergences avec tel ou tel, si vous n'êtes pas 100% avec M. Asselineau, M. Philippot, ou que sais-je, ou d'autres, suivez l'information et essayez de passer à autre chose que du constat. Parce que l'information, encore une fois, ça vous fait beaucoup de tort à force. Vous savez que les choses vont mal, de plus en plus mal, et puis vous ne voyez pas de sortie de secours. Donc finalement, ça vous nuit sur le plan de la santé. Ça vous fait du mal. Il faudrait mieux que vous coupiez tout ça, que vous mettiez au vert, et que vous occupiez de votre potager. Bon. Donc si vous faites de l'information, il faut que ça serve une action. Pas d'information sans action. Donc ayez une action militante. Ne soyez pas vain. Consommez en permanence de l'information comme certains mangent des pop-corn devant la télé. Ayez une action, et moi je vous incite à nous rejoindre parce que nous cherchons d'ailleurs des gens auxquels nous pourrions confier des responsabilités. Le pays aura besoin de gens responsables qui ont un vécu, qui ont une expérience, qui ont du discernement. Et on en manque. Donc rejoignez-nous. Moi je cherche des gens, toujours, on a toujours besoin, même pour des rôles très précis en ce moment. Voilà. Après, vous dites les Gilets jaunes se sont fait massacrer. Je ne crois pas qu'il faille dire ça, parce que si vous dites ça, bon, ça veut dire que toute action est vouée à l'échec et ça se finit mal. Moi, je ne crois pas qu'ils aient été massacrés. Non, ce que je voulais dire, c'est que justement, pardon, juste pour préciser, c'est pas ça, en tout cas, c'est pas mon intention. C'est juste que le fait d'avoir subi tout ça, effectivement, ça donne moins envie de sortir dans la rue en masse. C'est ça que oui, mais dites-vous bien qu'en 1942, les gens qui ont fait de la résistance, ils risquaient beaucoup plus. Ils risquaient le peloton d'exécution, éventuellement la torture. Et c'est le cas dans plein de pays. Allez faire de la résistance en Ukraine là, face à Zelensky, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc il y a quand même, bon, d'accord, les CRS, oui, ils peuvent vous taper, vous mettre des coups de matraque, vous éborgner. On n'en est pas encore au stade où vous êtes arrêté, torturé. Certains pays du Moyen-Orient qui font parler d'eux en ce moment, même les enfants y passent. Donc, ne dites pas qu'ils sont massacrés. Oui, c'est dur, mais qu'est-ce que vous croyez la liberté, malheureusement? Enfin, je dis qu'est-ce que vous croyez, je ne vous le dis pas à vous, je le dis de manière générale. Je sais très bien que vous le savez. La liberté, c'est un combat qui se gagne. Parfois, c'est dur. Parfois, on se prend un coup sur la tête. Parfois, on est arrêté. Parfois, on fait de la garde à vue. Parfois, on fait de la prison. Oui, mais bon. Dans mon cas, c'est un peu exceptionnel. Je pense que ils ont voulu me charger au maximum et me briser. Ils n'y sont pas arrivés, mais 2 ans, c'était énorme. Je pense que je suis celui de la dissidence qui fait le plus de prison. Mais tout le monde ne fera pas 2 ans. Et donc, vous allez faire quoi? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois peut-être? Bon, 1 mois, c'est une expérience intéressante. Il ne faut pas en avoir peur. Arrêtez d'avoir peur tout le temps. Ce n'est pas parce que ce genre de choses vous arrive que vous êtes les martyrs du bout de l'histoire. Il y a bien pire que ça. Et nous, en France, nous avons la chance d'avoir des États qui, même étant sortis du droit, respectent encore certaines formes. Les policiers n'ont pas envie de vous massacrer physiquement. Ils n'ont pas envie. Donc, vous avez cette chance-là. Vous n'êtes pas dans les pays où ça tire à vue. Et en plus, vous êtes regardé par le monde entier. Donc, ayez le courage. Il faut reprendre ces luttes. Il ne faut pas arrêter les Gilets jaunes, ça doit continuer. Et les Gilets jaunes, ils ont fondé quelque chose de très important. C'est historique. Même les gens de mauvaise foi en face ne peuvent pas nier qu'ils ont une importance considérable. Le monde entier a vu ça. Et les gens, moi j'étais ce matin avec 2 amis qui viennent du bout du monde, un Hollandais et une Allemande, et qui me disaient, mais les Français ont beaucoup de défauts, mais enfin, il y a quand même une chose,
c'est qu'ils ont l'esprit indépendant et ils sont capables de protester, de se battre. Et eux, ils ne voient pas tellement ça dans leur pays. Donc les Français, ils ont cette force, au moins. Je ne les vois plus beaucoup en ce moment non plus. Depuis quelques années, je les attends personnellement. Mais... Oui, mais c'est parce qu'ils se sont résignés sur ce mode d'action, ce qui est très bien. Je pense qu'il faut arrêter avec ces manifestations, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça peut servir pour une visibilité, si vous voulez, mais ce n'est pas la peine d'en faire tellement davantage sur ce plan-là. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, le gouvernement ne vous écoute pas du tout. Vous n'êtes pas les souverains. Vous êtes les vassaux et vous vous écrasez. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on considère que ça ne sert à rien, il n'y a aucun progrès. Donc, effectivement, ça peut paraître vain. Mais d'abord, il y a une visibilité et ensuite, passer à autre chose, un autre type d'action. Et il y a un travail de fond. En ce moment, la lutte est âpre, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Et vous pouvez aussi commencer à organiser, par exemple, l'entraide sociale. Allez chercher des gens qui n'ont pas de culture, qui sont au courant de rien, qui ne suivent pas l'actualité, qui croient à ce qu'on leur raconte. Aidez-les physiquement, concrètement, au quotidien. Déjà, si vous ne savez pas faire autre chose, faites ça. Allez voir des gens dans les hôpitaux. Et tas de gens qui sont tout seuls, qui toute la journée, qui attendent, il n'y a personne pour leur parler. Allez les voir, allez leur parler, allez leur donner des informations, et puis allez les secourir, les aider, faire du contact. Peut-être qu'ils ont besoin un peu de contact avec des proches, et qu'ils se sentent seuls. Il y a plein de choses à faire dans la société. Vous pouvez faire de l'instruction aux enfants qui vont à l'école, qui reviennent, qui ne savent pas grand-chose, enfin dans un certain nombre d'écoles. Vous faites de l'instruction le soir, vous faites des cours, donnez de votre temps. Il y a plein de manières de faire de la résistance et d'amener progressivement cette prise de conscience générale et cette présence dans la société. Vous savez, le gouvernement, s'il n'y a pas des relais sur le terrain, il ne peut rien faire, il peut faire du discours, c'est tout ce qu'il peut faire. Et c'est bien le cas, on le voit. Il est privé d'action, en fait, il est complètement vain. Ça n'est qu'une succession de gens sur les plateaux télé, mais en fait, ils ne font rien, ils ne sont capables de rien, ils n'ont pas d'argent. Ça n'est que des gens qui pérorent. Il n'y a rien derrière. Ce sont des potiches, hein, les politiques que vous voyez, les journalistes, vous berce de discours, mais il n'y a rien derrière. Hein. C'est complètement creux. Tout ce que vous dites, moi je fais partie de plusieurs groupes, effectivement, ça existe, hein, toutes ces cellules d'entraide, beaucoup de médias alternatifs aussi dénoncent les choses. L'idée, c'est la question en tout cas qui se pose, c'est comment réussir à fédérer tous ces mouvements-là, puisqu'a priori, nous avons tous l'ennemi commun, en tout cas, nous avons peut-être pas le même degré d'éveil, mais comment pouvoir faire s'agréger tous ces mouvements-là? Pour moi, c'est pas nécessaire qu'ils se fédèrent. Au contraire, je pense que c'est une mauvaise chose. Il ne faut surtout pas chercher l'union parce que si vous avez une union, vous avez un commandement central. Si vous avez un commandement central, vous avez la capitulation le moment venu. En 40, je cite souvent cet exemple, en 1940, l'armée française a capitulé, ça a été terminé. Alors que s'il n'y avait pas eu d'unité, comme en Chine, à la même époque, en Chine, il y avait plein de guérillas différentes. Vous en avez un qui capitule, l'autre à côté continue à se battre. Donc moi, et par ailleurs, les Français sont avec des opinions très très différentes les uns des autres. Donc essayer de les fédérer, c'est complètement vain. Vous n'y arriverez jamais. Donc si vous êtes plutôt d'accord avec, je ne sais pas moi, ce que dit Égalité et Réconciliation, prenez l'information, diffusez-la. C'est un travail en soi. Si vous êtes d'accord avec M. Asselineau, diffusez son travail, partagez, essayez d'échanger avec lui, lui amener des éléments, ou avec ses militants, etc. Enfin, vous voyez, soyez divergents, différents, ce n'est pas un problème. Essayez de ne pas être de mauvaise foi, essayez pas de faire des attaques comme vous en voyez là, qui sont complètement ridicules et qui n'ont aucun intérêt. Attaquer les gens de son propre camp, c'est une idiotie. Donc moi, je n'attaque jamais les gens qui vont dans le bon sens, dans ce sens que vous dites, parce que même si je ne suis pas d'accord sur tout, ce n'est pas le moment de nous disputer. Voilà. Je pense que cette union, elle peut se faire sous ce biais-là, c'est au moins la correction entre combattants. C'est ça, effectivement. Quand je parle d'union, c'est effectivement, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout et tous les plans, on peut diverger même sur beaucoup de choses. En tout cas, il me semble que nous avons des ennemis communs. Donc, encore une fois, comment on peut se mettre en lien justement intelligemment sans être tous, encore une fois, complètement d'accord, mais pour dire, cet ennemi-là, on va se fédérer et puis quitte après, une fois que ce sera réglé ces problèmes-là, on gérera et on réglera nos comptes en off plus tard. Mais c'est ça l'important. Quand je parle d'union, c'est ça l'idée. Parce qu'on voit dans la résistance, et moi ça me désespère un peu, beaucoup, dans la résistance, dans la dissidence, dans la, comme on l'appelle, divergence, beaucoup de tirs à vue. Et c'est fatigant en fait. C'est fatigant parce que du coup ça dessert le mouvement, ça nous éparpille, ça crée la division, le jeu de la division, et puis on tourne en rond en fait. Il y a rien qui se passe. Oui.
Maintenant, vous savez que beaucoup de ces gens qui font des attaques sont soit des bots, puisqu'il y a évidemment maintenant l'intelligence artificielle qui fonctionne déjà depuis très longtemps. Vous avez des gens qui sont des adversaires et qui se déguisent en dissidents. J'en connais des vrais avec qui j'ai fait des manifestations et qui me sont tombés dessus récemment. Voilà, Voilà, donc, il y a des agents de l'État, ça c'est évident. J'avais confiance aussi. Ouais, donc, bien sûr, il y a des agents de l'État, c'est évident, hein, on le voit bien sur certaines attaques. Moi, j'en ai entendu des attaques, typiquement, c'était calibré comme des attaques d'agents de l'État, qui se ressemblaient d'ailleurs dans les propos, dans la manière d'aborder les choses. Donc, on les reconnaît assez bien. Ne vous faites pas trop d'illusions. Hein, ces gens qui viennent m'attaquer, qui viennent attaquer d'autres que moi, l'attaque, c'est signé. Hein. L'attaque, c'est signé. Voilà, maintenant, il y a ceux qui sont capables d'aborder, je pense, un vrai dissident est capable d'aborder les autres avec mesure et apprécier ses différentes idées sans le rejeter en bloc. Et s'il y a rejet en bloc, vous savez que vous avez affaire à un adversaire, c'est clair et net. Hein. Donc, en fait, le nombre de gens disponibles est très, très, très faible, à mon avis, il est trop faible. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à, s'il y a un travail à faire, c'est d'aller voir des gens qui ne sont pas trop au courant et d'essayer de les instruire un petit peu de ce qui se passe et de leur donner des éléments, les faire lire, parce que je pense que plus beaucoup de gens lisent. Donc si on perd les gens qui ont lu des livres, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester des consommateurs d'images. Et là, c'est très difficile de faire des choses. Donc ne perdons pas trop de temps à nous disputer entre nous, surtout pas, le moins possible, et essayons d'aller parler à des gens. Il y a un énorme vivier de gens qui n'ont jamais rien lu. Hein. J'en ai encore creusé un cette semaine, je discutais avec un jeune homme de 25 ans, et je lui ai demandé s'il lit des livres. Il m'a dit non, j'ai jamais lu un livre. Donc c'est quand même très embêtant parce que du coup, évidemment, il ne sait rien. Quoi. Il a pas c'est une fleur vivace, si vous voulez, mais ça ne passe pas la saison. C'est pas enraciné. Voilà. Donc ça, c'est une chose importante, c'est de remettre les gens à la lecture. Et comme vous avez les téléphones, les écrans en permanence, les gens ont du mal à ouvrir un livre et se fixer dessus. Il faut arriver à couper les écrans et se mettre à la lecture d'un bouquin sérieux et réfléchir, se mettre à réfléchir. Commencez à écrire aussi si vous pouvez. Vous allez voir, ça pose votre pensée. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de gens capables de penser par eux-mêmes, d'avoir un sens critique. Et ça, c'est une denrée rare. Donc vraiment, ne perdons pas de temps à nous taper les uns sur les autres. Allons chercher des personnes qui seraient disponibles. Très bien, je vous remercie. Vous vouliez aborder un petit peu, on s'en est parlé en off, un petit peu ce qui se passait à l'étranger. Donc, je vous laisse peut-être dérouler. Oui, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il est crucial de comprendre que la France est un vase clos, c'est un tout petit monde, très réduit. J'ai, comme vous le savez, pas mal vécu à l'étranger. Dans la plupart des pays du monde, on ne sait même pas où est la France, on n'en parle jamais. Donc, ce qui est votre quotidien est inexistant dans la vie de milliards et de milliards de personnes sur Terre. Vous voyez ? Déjà. Il y a ce qu'on appelle l'émergence aujourd'hui des BRICS, qui est un contrepoids formidable. Et vous devez comprendre que non seulement, je vous disais tout à l'heure, vous êtes le droit, vous êtes la légitimité, mais vous êtes aussi la très grosse majorité sur Terre. L'énorme majorité. Si vous parlez par exemple d'appareillage homosexuel aujourd'hui, je dis appareillage et non pas mariage, vous allez parler de ça dans le monde, vous aurez le monde entier contre vous, je vous garantis. À part le petit groupe de population qui se trouve essentiellement en Occident, ce discours ne prend pas ni en Afrique, très peu en Asie. Enfin, vraiment, les gens riaient quand je parlais de ça. De ça ou d'autres choses, des niveaux d'imposition. Quand vous parlez de nos niveaux d'imposition, ils n'y croient pas, les gens en Malaisie ou en Chine ou au Vietnam. Les gens ils n'arrivent pas à croire qu'on soit à ces niveaux de... Voilà. Ou sur un autre sujet. Donc, voilà, vous avez... Sur le fond, moralement, la population mondiale partage vos valeurs. La population dans l'histoire, vos parents, vos grands-parents, nos ancêtres, nos grands écrivains, nos grands artistes, partagent nos valeurs à nous aujourd'hui. Nous qui sommes décrits comme des gens d'extrême droite ou d'ultra-droite. Si vous lisez Pagnol, si vous demandez à Pagnol ce qu'il pense de toutes ces nouvelles lois sociétales, il aurait été classé à l'extrême droite. Pareil pour Lamartine ou Baudelaire, Voltaire y compris, Montesquieu... que ce soit, y compris De Gaulle, y compris jusqu'à des modernes, vous auriez parlé de ces nouvelles lois sociétales qui sont imposées progressivement. Là, ils sont tous d'ultra-droite, tous nos prédécesseurs. Quand vous entendez Joseph Borrell qui dit si vous êtes un défenseur des valeurs de la famille, vous n'êtes pas le bienvenu en Europe, ça fait un avis extraordinaire, parce que la planète entière est pour les valeurs familiales. 98%, 99%, si vous voulez. Donc, vous avez avec vous le monde entier. Vous avez toute l'histoire, vous avez le monde entier. Donc, en face de vous, vous avez un groupuscule qui est 1%.
Washington Post, voilà, quelques journaux, quelques fausses élites inversées, quelques groupuscules d'activistes, et puis c'est tout. Ils ne sont rien du tout en face. Vous êtes la masse. Donc ne vous sentez pas isolé. Voilà, j'ai un chapitre dans Pensée qui est consacré à cette question, et vous allez voir, c'est assez amusant. En tout cas, ce qu'on peut retenir quand même, et c'est sorti aussi dans les commentaires, et je le dis régulièrement dans mes émissions, personnellement, il n'y aura pas de sauveur. Effectivement, nous sommes nos propres sauveurs et tout part de soi déjà, hein, de pouvoir avoir son assise, son indépendance, sa souveraineté, sa liberté de penser, être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait dans la vie déjà, être ancré. Et ça, c'est hyper important. Vous disiez de suivre ou pas des personnes. Après, chacun est libre, évidemment, de suivre ou pas du monde, de suivre des personnes politiques ou pas, de rentrer dans des mouvements ou pas. C'est un moment de décider, en fait, on en est arrivé à un stade où c'est eux ou nous. Hein, clairement, c'est l'ennemi qui va gagner ou c'est nous. Donc, il est temps de prendre des décisions pour nous sauver. On voit bien qu'on nous entraîne vers une troisième guerre mondiale, qu'on essaie de pousser vers ces choses-là, que la France est dans un déclin qu'elle n'a pas connu depuis assez longtemps. Hein. Bon, même si ça fait au moins 50 ans qu'on est entraîné dans ces folies-là. Je dis qu'on n'a jamais connu ça. Jamais. Jamais on est tombé si bas. Jamais. Même sous l'occupation, les choses n'étaient pas aussi dramatiques qu'aujourd'hui. C'est bien pire que sous l'occupation. On peut en parler, hein, si vous voulez, mais... Voilà. Et je voulais vous dire aussi, suivre quelqu'un, vous pouvez très bien vous intéresser aux travaux de quelqu'un et puis suivre aux travaux de quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez, on n'est pas forcément uniformément derrière une personne. Vous pouvez vous intéresser, moi je m'intéresse aux travaux de tous ceux qui vont dans ce sens-là. Donc je m'intéresse beaucoup à ce que dit Xavier Moreau, qui est très pertinent sur l'Ukraine et la Russie. C'est très très pertinent, et si vous n'entendez pas, vous n'entendez pas la réalité des choses, vous refusez de voir la réalité des choses. Il connaît le sujet et il s'en exprime très bien. Sur quelques points de détail, je dis attention, là, peut-être pas, bon, mais voilà, là vous avez une source d'information. Les interventions de M. Asselineau sont très intéressantes dans sa façon de voir les choses et sa façon de voir l'État. Alors, il souhaite un retour à 1958. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant, il faut remonter bien plus tôt que ça, que le verre était dans le fruit bien avant. Mais bon, c'est un débat. Mais du moins, ce qu'il dit est très intéressant. Philippot fait des interventions parfois très intéressantes. Ce n'est pas parce que ici ou là, vous pouvez leur reprocher tel défaut qu'il faut les rejeter en bloc. Il faut regarder, prenez, moissonnez ce qui vous intéresse, et puis faites-vous comme vous le dites, faites-vous vous-même votre propre culture et votre propre opinion, et servez-vous-en pour qu'elle serve à quelque chose. Il ne s'agit pas de se remplir d'opinions. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc, dans notre mouvement, nous avons du boulot, nous avons des responsabilités à vous confier. Essayez de prendre des choses à la mesure de vos disponibilités, de votre temps, mais essayez de prendre des responsabilités, de faire des choses un peu concrètes, de façon à... Ça vous fait beaucoup de bien aussi, au fond de vous-même, parce que voilà, je sers à quelque chose, j'ai quelque chose dans ma vie, je ne suis pas seulement à subir. C'est une voie d'affranchissement, de libération personnelle. Alors ça, tout à fait, et pour l'avoir vécu personnellement, effectivement, en ayant été suspendue, quand je me suis mise en action et en essayant justement d'alerter et de semer des graines tout autour de moi, ça m'a fait beaucoup de bien, effectivement. Donc, quand on est dans l'action, ça nous fait énormément de bien, même si c'est pas facile, même si c'est des sujets compliqués, délicats, parce que il faut voir quand depuis le Covid, en tout cas, beaucoup me l'ont dit qu'ils avaient ouvert la boîte de Pandore et découvert des sujets qu'on aimerait bien ne pas découvrir, sur certains points. Oui. On pourrait en débattre sur d'autres choses encore, mais en même temps, une fois qu'on a les yeux ouverts, on ne peut plus les refermer. Et puis, c'est une question de choix. Soit on ne fait rien, et on continue, on accepte et on accuse réception de ce qu'on nous propose et puis de ce qu'on nous souhaite finalement. Soit effectivement, on prend les choses en main et puis on se bouge et on essaie de sauver ce qui est possible de sauver. En tout cas, au moins pour nos enfants, pour les générations à venir. Oui. C'est ce que personnellement je prône et c'est ce vers quoi je tends et j'essaie de travailler en recevant des personnes différentes et oui. des personnes qui peuvent amener des opinions différentes aussi, divergentes, mais qui dénoncent aussi à leur manière les choses qui nous font beaucoup de mal aujourd'hui. D'autant que jamais, je pense, on a été aussi bien informés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vraiment... C'est sûr.
par exemple, il y a des canaux Telegram d'information. Moi, je suis la Nouvelle Donne, je suis Sylvain Autrota, je suis l'Éveil 2020, je suis, bon, il y a pas mal de très très bons canaux. Je suis le journal des Chouans aussi, voilà, bon, un peu plus national. Bon, vous avez plein d'informations. On n'a jamais été aussi bien informé dans les années 80, on ne savait rien. On avait les journaux, la grosse presse subventionnée. On ne savait absolument rien de ce qui se passait. On n'avait que la version officielle et on essayait de se faire une idée. Aujourd'hui, vous avez très clairement toutes les informations. C'est d'ailleurs pour ça que Mme Clinton a dit qu'il fallait absolument modérer, c'est-à-dire censurer les réseaux sociaux, parce que sinon, comme elle le dit elle-même, il risque de perdre le contrôle total. On va perdre le contrôle total. Ben oui, vous allez perdre le contrôle total, vous êtes en train de le perdre, puisque aujourd'hui, il y a des alternatives. Et même si vous jugulez tel ou tel moyen, d'autres ressurgiront derrière. Parce que les hommes sont capables de créer toutes sortes de canaux. Donc, vous n'y arriverez jamais. L'information, elle circule. Et plus vous la bridez, plus ça veut dire que ça vous gêne ce qui se passe, ces informations qui circulent. Donc, il y a très clairement, vous avez à disposition toutes les informations qu'il faut. À mon avis, ce qui manque, c'est le fond. Le fond, il faut avoir un petit peu de fond, un peu de culture, il faut avoir quand même lu un certain nombre de livres. Mais pour ce qui est de l'information, on n'a jamais été aussi bien nourri. Il y a tout ce qu'il faut sur tous les sujets, c'est absolument énorme. D'ailleurs, il y en a tellement qu'on ne peut pas tout suivre. Hein. Moi, voilà, j'ai certains canaux, j'ai 900 nouvelles en attente, donc je ne peux pas tout regarder non plus. Mais je regarde quand même une bonne part, et vous avez vraiment toute l'information que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi, je vois des dates passées, je ne comprends pas, je suis désolée, j'ai vu le 3 octobre, on me pose des questions. 3 octobre, 8 octobre, 9 novembre, 10 décembre, je ne sais pas si vous avez une explication, Rémi, parce que je ne comprends pas ces commentaires. Non, donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. En revanche, je signale à vos éditeurs que j'aurai, outre ce soir, j'aurai 3 autres interventions prévues ce mois-ci. Et donc, attaquant ce chapitre 3, je fais cette rentrée médiatique avec vous. Et je vais poursuivre ce chemin. Donc, on va progressivement aller vers des événements très, très intéressants. Donc, tenez-vous au courant. Il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Ça va un peu remuer, même beaucoup. Mais on va vers d'excellents moments. Voilà, sur le plan de la politique internationale, c'est très clair que la manière dont les États occidentaux et leurs affiliés se radicalisent est signe que c'est la fin. Et c'est une excellente nouvelle. Donc le monde libre va nous apporter beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup d'aide. Mais c'est à nous de montrer que nous sommes de bonne volonté. Vous savez, je disais là cette semaine à quelqu'un que la famille Trump, par exemple, a regardé mes vidéos au tout début quand j'ai lancé cette initiative de renversement. Toute la famille, Mélania, etc., ils se sont mis devant un écran, ils ont regardé en famille les vidéos, ils trouvaient ça très sympa. Mais le message qui m'est revenu par la bande, hein, par des contacts en commun, c'était faites des choses, faites vos preuves. Nous avons besoin de garanties dans le temps, parce qu'il faut avoir une fidélité, une ténacité, et ensuite, nous, on pourra vous aider. Donc, tenez bon, faites des choses de votre côté, chacun à son poste. Vous voyez, ce n'est pas les Américains qui vont nous aider. Moi, je ne veux pas que les Américains débarquent ici pour nous aider. Hein. Parce que Trump, vous savez très bien que Trump, il apprend et à laisser. Hein. Mais, ponctuellement, ici ou là, il pourrait y avoir des aides, des communications. Peut-être des gens dans son parti, pas forcément lui. D'accord ? Et toujours un regard judicieux, avec du discernement sur les choses. Du côté des Russes, du côté des Chinois, du côté de l'Afrique ou d'autres partenaires européens, il peut y avoir des aides ponctuelles le moment venu. Donc ne récusez pas les choses en disant oh, Trump, c'est un agent de l'État, les Lubavitch, etc. Non, ne fonctionnez pas comme ça. Voyez ce qui peut nous servir. Vous êtes sur un navire qui est en train de se casser en deux. Et bien sur ce navire, il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider, des choses que vous négligiez, que vous méprisiez. Vous allez vous servir des chaloupes, vous allez vous servir de différentes choses. Et de certaines personnes que vous n'aimiez pas forcément à bord, mais avec lesquelles vous devrez composer pour organiser l'évacuation, le transbordement. D'accord ? Donc, sachez vous servir de tout ce qui vous tombe sous la main qui pourrait être utile. Voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Effectivement, de ne pas suivre aveuglément et de ne pas croire en un sauveur, mais de pouvoir utiliser justement ces personnes-là aussi à bon escient. Parce qu'il y avait une question qui est passée justement sur que pensez-vous, Rémi, des élections aux États-Unis ? C'est un sujet crucial parce que qui que soit Trump, ce qui est absolument certain, c'est que le système en face, cette énorme mafia qui est en face, qui tient les médias, le gros argent, le Parti démocrate, etc., le Parti de la guerre, l'OTAN, etc., ne doit pas perdre cette élection. À aucun prix, c'est impossible. C'est impossible.
Et donc, ils vont tout faire pour empêcher cette victoire. Donc, on est sûr et certain. Je ne dis pas que Trump amènerait la fin de tous les problèmes, mais ce sera la fin d'un certain nombre de problèmes qui sont quand même cruciaux pour nous. Personnellement, je ne suis pas favorable à un État américain fort, puisque plus l'État américain est fort, plus il a de l'emprise sur nous. Donc, je dis toujours, attention, Trump, c'est une Amérique plus forte. Une Amérique plus forte, c'est un empire qui domine davantage. D'accord ? Mais ce qui est certain, c'est que dans l'immédiat, nous avons un adversaire qui est cet État abominable, voilà, qui est lié à l'Ukraine. Vous savez ce qui se passe avec les enfants, avec toutes sortes de trafics. Enfin, c'est abominable. Il est sûr que ce système-là, Pizzagate, etc., bon, j'en passe et des pires, ce système, il faut qu'il soit défait. Et il faut que nos médias ici soient défaits aussi, parce qu'ils misent tous sur Kamala Harris. Donc déjà, vous voyez, ça les fragiliserait, ça nous permettrait, nous, d'avancer. Ça ne veut pas dire, pour autant, je le répète, que nous suivons à 100% les républicains, mais tactiquement, si vous voulez, il est important pour nous que la machine qui nous contrôle, qui nous vassalise, prenne ce coup-là dans la figure. Il faut que cette machine échoue. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont se libérer, parce que vous avez toujours des effets, des déclencheurs. Dès lors que les gens, qu'il y aurait cette victoire, qui est à mon avis très probable, à moins qu'il y ait une énorme magouille électorale comme il y en a déjà eu, ou l'assassinat du candidat, Trump, si cela se produit, il y aura des effets déclencheurs, des gens vont se libérer, il y aura des arrestations probablement, parce qu'il y a beaucoup d'affaires en cours, il y aura pas mal de choses qui pourraient se passer. On ne va pas passer de la nuit au jour, complètement, totalement et brutalement, mais il risque d'y avoir des phénomènes déclencheurs qui nous seraient favorables. Donc voilà. Maintenant, si c'est la même équipe qui continue, de toute façon, ils sont exsangues. Ils n'ont plus d'argent, c'est le désordre. Les États-Unis, c'est une Union soviétique énorme, avec des milliards et des milliards et des milliards. Ils ont l'armée la plus importante du monde et ils sont vaincus en Ukraine. Donc, cette grosse machine, de toute façon, elle s'essouffle et elle est en train de cahoter et de tomber en panne. Donc, l'un dans l'autre, de toute façon, les choses vont dans le bon sens. Le système scie la branche sur laquelle il est assis. Tous ces gens-là sont des saboteurs. Nous avons ça en France, hein, tous ces gens, ces ministres, ces présidents qui se succèdent, détruisent l'outil qui leur eût été utile pour contrôler davantage le peuple. Ils n'ont pas été malins, ils ont dilapidé tout l'argent, ils n'ont plus rien. Donc comment est-ce qu'ils vont faire pour conserver le contrôle? Pour eux, c'est un énorme problème. Ils ne vont pas y arriver. Donc ne soyez pas trop pessimistes. Gardez le moral. Les choses vont changer. Le vent tourne. Merci. Une dernière question, si vous pouvez nous octroyer 5 minutes, parce que quelqu'un l'a posé. Qu'est-ce que vous pensez des vaccins? Donc, j'imagine qu'on parle des vaccins, moi j'appelle ça plutôt injection Covid, mais, mais voilà. Est-ce que vous avez envie, vous êtes libre de ne pas y répondre? Écoutez, moi j'ai regardé les choses, j'ai étudié la question de près, et le fait fondamental, c'est qu'en réalité, l'organisme humain a tendance à générer lui-même sa propre médecine intérieure. Sa physiologie fonctionne très bien si on n'intervient pas. Donc moins on intervient, mieux c'est. Tout apport extérieur, a priori, doit être regardé avec énormément de méfiance. A priori, y compris les bons vaccins, entre guillemets, qu'on avait dans les années 70. Mais évidemment, dès lors que ces vaccins sont carrément nocifs et toxiques pour la santé, évidemment, il faut les interdire formellement. Donc nous, ça fait partie des mesures que j'ai établies, donc je ne sais pas si vous pouvez mettre un lien vers les mesures, mais très clairement, la vaccination de tous ces produits qu'on a aujourd'hui sera formellement prohibée, et les gens qui la feront seront poursuivis pénalement. La vaccination telle que vous avez ces produits qui défraient la chronique, ce sont des poisons reconnus avec des dégâts terribles. Donc là, il y a des peines. Il y aura des peines pour chaque cas d'effets secondaires. Et les labos seront tenus responsables. Vous savez que si les labos n'avaient pas obtenu leur immunité, ça fait longtemps qu'ils auraient tous coulé sous le fait des procès qu'ils subissent. Donc ils ont fait passer des lois disant qu'ils se protégeaient, qu'on ne pouvait pas les attaquer. Mais sans ça, ils seraient déjà tous morts. Et vous savez que c'est les plus gros chiffres d'affaires, c'est les plus grosses marges du monde, les labos. Et vous savez aussi que le médicament et le vaccin sont parmi les toutes premières causes de mort, de mortalité dans le monde. Donc, ce que j'en pense, c'est qu'il faut absolument faire en sorte qu'on n'ait jamais de vaccination obligatoire, parce que là, il y a un risque d'empoisonnement massif. Et on peut se poser la question des tentatives de génocide. Merci. J'allais justement vous poser la question. On peut se poser la question, c'est pas interdit.
il y a des éléments qui tendent à penser qu'effectivement, il y a eu quelque chose de très, très scabreux qui a été tenté à ce moment-là, et ça pourrait revenir. Donc, il faut faire très attention à tous ces labos, il faut voir qui finance derrière. Bon, enfin, on le sait, je ne vais pas... Voilà. Oui. Et c'est pas fini. Il va y avoir des nouvelles injections. C'est pas fini. Maintenant, est-ce que la population est prête à réagir davantage que la dernière fois? Je ne sais pas. Je l'espère. C'est vrai qu'il y a des tribunaux qui ont condamné déjà des labos. En Suisse, il y a eu le cas il y a une semaine et demie ou 2 semaines, une condamnation formelle contre le vaccin. J'espère que ceci va prendre de l'ampleur et qu'on va effectivement faire front contre cette tentative de vaccination obligatoire. Sinon, il faudra foutre le camp. Enfin, je ne sais pas comment... Alors, il faudra s'opposer physiquement, mais la vaccination obligatoire, c'est ce qu'a dit d'ailleurs M. Asselineau, très justement, ça s'oppose radicalement à un texte fondamental européen, donc c'est illégal. Et à ce moment-là, donc, on serait à nouveau en droit de résister. Alors, je ne sais pas où ça nous conduit, mais s'il tente le drop, je pense que, en tout cas, la population a de quoi répliquer. Voilà. Donc, soit il faudra répliquer de toute façon aussi contre le fameux traité de l'OMS, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas été rejeté du tout. Il y avait une émission qui est passée, Corinne Lalo, la journaliste d'investigation, a fait une émission là-dessus. Justement, le traité de l'OMS, il y a encore 8 mois pour le faire passer, avec la prise de pouvoir par l'OMS sur tout le monde entier pour décider justement de ce qui est une pandémie, pas pandémie, pour déclarer l'état d'urgence sanitaire, etc., quand ils voudront. Et le passeport vaccinal et sanitaire européen, etc., etc. Donc, oui, mais je crois que c'est très, très difficile pour eux parce qu'ils sont en train de gérer une guerre entre Israël et ses voisins. Israël fait face à 7 fronts quand même. 7 fronts militaires, ça fait quand même beaucoup. Il y a l'Ukraine, il y a des déficits, des dettes énormes, il y a ce qui s'est passé avec le Covid. Et donc, vous avez quand même beaucoup de gens à la surface de cette terre, y compris dans les gouvernements, qui ne vont pas accepter. Donc l'OMS, je pense qu'ils ne vont pas tenter parce que je crois qu'ils s'attendent à un refus massif. Sinon, je pense qu'ils l'auraient déjà fait avec l'histoire de Mpox. Pour l'instant, effectivement, la majorité des pays est contre, pour l'instant. Mais bon. Voilà, je pense que là, ils sont plus sur la pente favorable. Et non seulement techniquement, ils n'ont plus vraiment les moyens, ils vont tenter évidemment, mais par ailleurs, ils sont sur la pente descendante. C'est-à-dire que vous n'avez plus aujourd'hui de discours militants pour défendre les organisations mondiales, l'OTAN, l'OMS et toutes ces idées véhiculées. Il n'y a plus, si vous voulez, d'énergie. Ils avaient une énergie dans les années 90-2000 pour les nouvelles modes mentales. C'est fini. C'est nous qui avons l'énergie intellectuelle et la créativité intellectuelle. Nous avons des ressources énormes. On a une vraie dynamique, alors qu'eux sont sur la défensive. Et donc, ils ne peuvent qu'utiliser la menace, la rétorsion. Et ça, c'est très bon, parce que quand ils sont dans cette position-là, ils sont les tyrans, et la position de tyran est la plus faible qui soit. C'est-à-dire que oui, en pratique, ils peuvent nous imposer, nous matraquer, mais moralement, c'est la position la plus faible qui soit. Et donc, ils s'exposent à un retour de bâton. Et c'est très confortable pour nous d'être ceux qui montent à l'assaut, puisque nous avons avec nous l'élan, la morale, l'enthousiasme, l'envie de faire des choses. Eux sont sur la résistance et passent leur temps à attaquer et à dénigrer. Vous voyez très bien ça chez les fact-checkers. Ils passent leur temps à attaquer, dénigrer. Ils ne peuvent pas faire autre chose parce qu'ils n'ont pas de discours de fond positif. Ils n'ont rien de positif à apporter à l'humanité. Ils ne peuvent que faire ce qu'ils font, c'est-à-dire de la délation. Voilà. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est très, très bon comme situation. Ça nous est très favorable. Ouais, je lis un commentaire là, Cosquilo, qui est mon ami. Je ne suis pas d'accord, ils ont encore beaucoup de pouvoir. Bien sûr qu'ils ont encore pouvoir, bien sûr qu'ils ont encore beaucoup de pouvoir. L'Union soviétique en 1788 avait tous les pouvoirs. Mais regardez bien qu'ils sont tout près de tout perdre. Bien sûr qu'ils ont du pouvoir. Moi, ils peuvent me renvoyer en prison. Ils détiennent les médias, ils ont de l'argent. Ils ont effectivement beaucoup de choses et on s'attaque, on a un gros ennemi en face. Bien sûr, ils ont les hôpitaux, les écoles, les tribunaux, et bien sûr, ils ont tout, c'est universel. Il y a les armées, ils ont tout, bien sûr. C'est pour ça que quand je parlais d'être des millions dans la rue, je me demande, voilà, à part cette solution-là, c'est un questionnement, réellement. C'est pour ça que c'est un peu intéressant, encore une fois, d'inviter d'autres personnes que les personnes qu'on a l'habitude de suivre aussi, et puis de voir tous ensemble avec l'intelligence collective comment on pourrait, alors bien sûr on ne va pas le dire sur les réseaux sociaux, on sait qu'on est épiés, c'est pas là qu'on va mettre en place une stratégie ce soir évidemment, mais c'est important qu'on se pose la question déjà soi-même
encore une fois, sur sa souveraineté, sur sa capacité, sur sa possibilité de jusqu'où je suis capable d'aller. Est-ce que je suis prêt aussi à aller, même presque peut-être jusqu'à mourir s'il le faut pour la cause, hein, c'est des vraies questions qu'on doit se poser. Et en même temps, est-ce que je suis capable de mettre mon ego de côté et de m'unir avec des personnes, de faire union avec d'autres personnes avec qui je suis pas forcément d'accord, pour justement avancer ensemble et dans le même combat. Hein. C'est ce que disait très justement tout à l'heure 4DG, il y a une différence entre pouvoir et influence. Ils ont le pouvoir, mais c'est un pouvoir matériel. Ils ont la loi, ils ont la matraque, ils ont l'impôt, d'accord. Mais ils n'ont pas la puissance morale. Et c'est ça qui compte. Ce sont les idées qui gagnent les batailles. C'est pas les matraques, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pas le ministère. Et donc l'avenir, il appartient à ceux qui ont des idées aujourd'hui, ceux qui vont faire le monde de demain. Donc bien sûr, ce sera pas peut-être demain, ça va, quoique nous sommes dans une période où les choses se précipitent. Hein. Mais vous savez, moi j'ai été dans pas mal de pays et à chaque fois, je suis tombé sur des gens qui me disaient, enfin très souvent, hein, dans tous les pays du monde, je suis tombé sur une majorité de gens qui me disaient, dans notre pays, ça ne bougera pas. C'est bloqué, il n'y a rien à faire, vous ne connaissez pas la question, mais nous, dans notre pays, c'est bloqué. Et dans ces pays-là, il y avait un chambardement qui se produisait peu de temps après. Dans beaucoup de pays. Donc, ne croyez pas que les choses soient si... Bien sûr que c'est très, très puissant en Europe, puisque en Europe, il y a la richesse, il y a des siècles et des siècles de richesse qui sont accumulés, donc il y a une solidité de ce point de vue-là, mais tout ça s'effrite très, très, très vite, et surtout, l'édifice étant plus haut, perché, l'écroulement sera plus brutal. Donc ça va se produire, c'est inéluctable. Hein, dans Pensée, j'ai écrit une note à ce sujet sur tous les signaux d'alerte qui menacent notre civilisation, enfin notre monde actuel, notre monde moderne. Et bien des civilisations sont tombées pour 1 ou 2 signaux d'alerte. Là, on en a des dizaines. Et les services de l'État le disent très bien eux-mêmes. Ils tirent la sonnette d'alarme sur des tas de sujets. Pratiquement partout, dans tous les domaines, il y a de gros problèmes. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc c'est imminent. Vous voyez l'écroulement qui a lieu sous vos yeux. Donc ils ont le pouvoir, oui, mais c'est un pouvoir très, très fragile. Voilà. Merci infiniment, Rémi. Merci d'être venu sur ma chaîne. Hein. Encore une fois, je ne vous connaissais pas, donc je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous et faire un peu plus amplement votre connaissance. Parce que comme je disais, j'ai entendu des choses diverses sur vous, comme vous avez peut-être entendu des choses diverses sur moi. Hein. On sait comment ça fonctionne. Et puis, c'est toujours bien de se rencontrer en vrai, si je puis dire. En vrai, vraiment, c'est mieux. Mais merci en tout cas. Et, avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce soir, d'avoir autant commenté, autant partagé. Vraiment, on était super nombreux. Voilà, c'est super. Donc, merci beaucoup. Et puis, Rémi, au plaisir de se revoir pour une prochaine émission. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée à vous toutes et tous. Et je vous dis à mercredi. Par contre, là, ce sera sur TVADP pour une autre émission. Merci. Belle soirée. Merci à vous. Au revoir.